Tout de suite, les lundis de l'histoire avec à 10h03 l'histoire autrement. Arlette Farge reçoit aujourd'hui Pierre Klosterman à propos de son livre Le Grand Cirque aux éditions Flammarion. Pour l'heure, c'est Roger Chartier que nous retrouvons. Voici le grand entretien. En 1683, les missionnaires lazaristes arrivés à Combourg, dans le diocèse de Saint-Malo, constatent, je cite, « C'était une ville et un pays abandonnés. La chicane et l'inimitié triomphaient, l'impunité et l'ivrognerie étaient sur le trône, personne ne voulait nous loger en arrivant, on nous regardait comme on pourrait le faire en barbarie. » Un siècle plus tard, en 1799, Jacques Cambry publie son Voyage dans le Finistère. Il indique, je cite, « Je ferai connaître les 1000 usages des Bas-Bretons, plus éloignés des mœurs du reste de la France que celles de la Nouvelle-Hollande, des Hottentots et du Mexique. » Dans le livre qu'il vient de publier dans la collection de poche Point Histoire des éditions du Seuil, sous le titre « Croyances et culture dans la France d'Ancien Régime », et les deux mots au pluriel, cela a son importance, nous le verrons, François Lebrun, professeur émérite à l'université de Rennes 2, cite ces deux textes, Les missionnaires et Cambry, deux textes qui, je crois, définissent bien son projet dans ce livre. Comprendre les relations qui existent entre les élites religieuses ou laïques dans la France des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, et d'autre part, les croyances, les pratiques populaires, et en particulier paysannes, que ces élites percevaient comme un monde étrange, opaque, barbare, un monde aussi lointain et inquiétant que pouvaient l'être les Indes ou l'Afrique. Dans ce petit livre, François Lebrun fait retour sur les thèmes de recherche qui ont jalonné son parcours d'historien depuis un premier et grand ouvrage paru en 1971, réédité en collection de poche, Les hommes et la mort en Anjou au XVIIe et XVIIIe siècle. À partir de ce premier effort pour saisir les mentalités collectives de la France d'Ancien Régime en un lieu particulier, l'œuvre de François Lebrun s'est attachée successivement à la famille et à l'enfant, avec un ouvrage, La vie conjugale sous l'Ancien Régime, qui avait été publié et puis republié chez Armand Collin. Puis, il s'est intéressé aux soins du corps, dans un livre intitulé « Se soigner autrefois, médecins, saints et sorciers au XVIIe et XVIIIe siècle ». Et il s'agit là d'un ouvrage qui est disponible dans la même collection que celui qui vient de paraître, la collection de poche Point Histoire du Seuil. Et puis, bien sûr, accompagnant ces deux intérêts, une réflexion continuée sur le catholicisme après le Concile de Trente, un catholicisme auquel il a consacré l'un de ses derniers livres, Être chrétien en France sous l'Ancien Régime, paru au Seuil en 1998. C'est ce même intérêt, ce même fondamental intérêt pour les relations nouées entre la pastorale chrétienne et la culture populaire qui donne sa trame au livre que nous vous présenterons ce matin. Nous le ferons en compagnie d'un historien qui appartient à une autre génération que celle de François Lebrun et de moi-même. Il s'agit de Hervé Drévillon, maître de conférences à l'université Paris 1. Hervé Drévillon est l'auteur d'un livre qui n'est pas sans parenté avec le projet et le travail de François Lebrun. Ce livre, publié en 1996 chez les éditeurs Champvallon, a pour titre « Lire et écrire l'avenir, l'astrologie dans la France du grand siècle ». 1610-1715. Et Hervé Drévillon est aussi l'un des 5 co-auteurs d'un volume plus récemment paru aux éditions du Seuil, La monarchie entre Renaissance et Révolution, 1515-1792. Cet ouvrage collectif est placé sous la direction de Joël Cornette. Alors, au point de départ, François Lebrun, de la construction de ce livre, qui reprend des textes que vous avez écrits au long de cette trajectoire, dont j'ai rappelé des grandes étapes, il y a une question qui vous a toujours occupé, ou préoccupé, on pourrait même dire, c'est comment arriver à saisir les pensées, les sentiments, les désirs, les souffrances de ceux qui, entre XVIe et XVIIIe siècle, étaient privés du pouvoir d'écrire, et de ceux, les mêmes, dont la parole ne nous arrive jamais directement, en toute transparence. Et c'est à partir de cette question que vous avez bâti des recherches, et maintenant ce livre. Oui,
À partir de cette question, ce serait peut-être ambitieux de ma part de voir les choses comme cela avec le recul. Cependant, il y a beaucoup de vrai, en ce sens que j'ai très vite été frappé par cette espèce de paradoxe à vouloir essayer d'approcher les mentalités, pour employer le terme de l'époque, un peu déprécié aujourd'hui, des populations d'autrefois, en s'intéressant surtout aux groupes sociaux qui précisément n'ont laissé aucune trace directe, j'entends par là écrite, de leur comportement, de leur goût, de leur sensibilité. Et on se trouve en effet devant, encore une fois, ce paradoxe, je reprends le terme, qu'on ne peut appréhender ces mentalités qu'à travers des témoignages qui sont tout à fait indirects, puisqu'ils sont ceux d'une élite cultivée, qui, elle, a donc le pouvoir de la parole et de l'écrit, mais qui ne peut jeter sur ces classes populaires qu'un regard forcément biaisé. Il y a là quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dès le départ. Je ne dis pas d'ailleurs que la solution est facile. On ne peut pas ne pas recourir à ces témoignages indirects. Mais tout le problème est précisément dans la façon de les traiter, de les interpréter, de ne pas faire de contresens en quelque sorte. Je crois qu'il y a une citation éclairante, c'est dans un des premiers chapitres du livre, vous écrivez « La parole des analphabètes et des humbles est captive, puisque nous ne pouvons la percevoir qu'à travers le miroir déformant, voire la barrière opaque que constitue le discours des privilégiés de la culture, parlant en leur nom. » Et si on se souvient des deux citations par lesquelles j'ai ouvert cette émission, on voit que l'opacité, elle est double. Voilà. Ces témoignages sont opaques par rapport à l'objet qu'ils désignent, mais en même temps, ils étaient fondés sur l'idée que cette culture des autres était profondément opaque. Voilà, c'est ça le problème, parce que à la limite, ce que je vais dire ne tient peut-être pas très debout, mais enfin, on pourrait imaginer après tout que cette élite se montre l'interprète grossièrement fidèle de ces classes populaires. Mais on s'aperçoit très vite, quand l'occasion se présente de voir les choses de plus près, que l'opacité l'emporte sur la lumière, si j'ose dire. En effet, si on prend les témoignages que vous évoquiez tout à l'heure, que ce soit ceux de missionnaires intérieurs du XVIIe siècle ou celles de certains voyageurs à l'intérieur de la France à la fin du XVIIIe, on s'aperçoit que eux-mêmes se placent dans la situation de l'observateur d'un groupe vraiment extraordinaire. Vous évoquiez les Indes, les Hottentots, le Mexique, voilà, les barbares, le Mexique. Voilà. On voit par là que les témoins qu'on essaie d'interroger se situent eux-mêmes dans une situation telle qu'on se demande ce qu'on peut attendre de leur témoignage. C'est ça qui m'a beaucoup frappé. Alors évidemment, on peut tout de même en attendre quelque chose, sinon ce ne serait pas la peine. Mais il est bien évident qu'il ne faut jamais perdre de vue cet aspect des choses. Et Hervé Drévillon, c'est peut-être cette interrogation qui fait aussi le lien des deux éléments essentiels qui composent le livre de François Lebrun, c'est-à-dire une interrogation sur les pratiques religieuses, celles qui sont inculquées par l'Église, celles qui sont plus ou moins spontanées du côté des populations et tolérées ou prohibées, et de l'autre côté, il y a des pratiques qui débordent ce cadre religieux et qui appartiennent à toute une manière d'être au monde du côté de ces populations des plus nombreux, des plus humbles, en l'occurrence évidemment une population très largement paysanne dans la France des 16e, 18e siècles. Oui, au-delà de tout ce qu'on apprend et de tout ce qu'on redécouvre dans ce livre, je crois que la démarche qui consiste à regrouper ensemble plusieurs articles qui ont jalonné le parcours d'historien de François Lebrun a aussi l'intérêt de mettre l'accent sur la cohérence et la cohésion de cette démarche qui, par le biais de l'histoire des pratiques, permet de faire le lien entre une histoire religieuse et une histoire des cultures, puisque le parcours de François Lebrun rappelle l'importance, par exemple, de l'apport de la sociologie religieuse. Et dans cette sociologie religieuse, la notion de pratique joue un rôle tout à fait capital. Et François Lebrun, à partir donc d'un certain nombre d'études où la notion de pratique est véritablement centrale, l'étude des missions, l'étude de la confession par exemple,
met au point d'une certaine façon une sorte de modèle qui peut servir et qui peut s'exporter au-delà de la simple pratique religieuse, puisqu'il est très utile pour aborder la notion plus large de pratique culturelle. Et centrer l'histoire culturelle sur la notion de pratique permet d'éviter et permet de traiter cette question de l'opacité autrement que dans des termes qui seraient la trahison des élites ou qui seraient la répression ou qui seraient forcément une volonté pensée toujours et centralisée de réprimer la culture populaire, et donc permet de déplacer cette question en mettant l'accent plutôt sur toutes les instances de dialogue entre qu'on pourrait qualifier de culture populaire et culture des élites. Et de ce point de vue-là, des ouvrages qui sont ceux par exemple de la Bibliothèque bleue ou des traités comme le traité des superstitions de Jean-Baptiste Thiers sont des observatoires privilégiés pour voir finalement que le rapport entre culture des élites et culture populaire, cette question de l'opacité finalement peut se traiter autrement, et notamment à travers cette question, cet aspect de l'échange. C'est ce que montre très bien par exemple Jean-Baptiste Thiers, qui dépend autant des représentations qu'il dénonce que ceux qu'il dénonce. On va le reprendre, cet exemple souligné par Hervé Drillant, mais je crois que sa remarque permet de comprendre peut-être une ironie que les auditeurs ont senti lorsque François Lebrun a évoqué le mot mentalité, disant en ce temps-là on l'employait. C'est-à-dire que comme c'est une trajectoire historique qui est suivie à travers ce livre, il est clair que d'un côté, lui-même parfois met en question des notions ou des catégories qu'il avait pu employer, mais qu'en même temps, comme vient de le souligner Hervé Drévillon, il y a une acuité moderne dans ce livre, même dans les essais les plus anciens, parce que l'attention y est portée fondamentalement sur ces échanges ou ces circulations culturelles qui trouvent leur lieu, leur forme, leur expression dans ces pratiques évoquées à l'instant. Alors peut-être, François Lebrun, on peut reprendre deux des pistes qu'évoquait Hervé Drévillon, c'est-à-dire d'un côté, votre effort pour essayer de reconstruire ce que pouvait être la représentation du monde de ceux qui n'ont pas écrit, de ceux qui ont peut-être lu ou entendu lire mais sans laisser aucune trace de ce qu'a été leur réaction à cette lecture, en faisant retour à ce qu'ils ont lu, c'est-à-dire à ces livres de très grande diffusion qui ont été, dans la France du XVIIe et du XVIIIe siècle, le répertoire du colportage, connu sous le titre générique de Bibliothèque bleue, édité surtout à Troyes, mais aussi à Rouen, à Caen. Et en vous relisant, on voit que vous vous êtes toujours mis un peu à distance de ce qui était aussi peut-être une des tendances du temps, lorsque, après le grand livre de Robert Mandrou en 1964, on a redécouvert ce fond, et qui était de donner une caractérisation globale. La littérature populaire, par exemple,